tout à fait pertinente, aborder le sujet, qui est complexe. Je dis tout de suite qu'il est complexe et qu'on ne peut pas être, même entre spécialistes et historiens, d'accord sur tout. C'est complexe, parce que Gérald de Gaulle lui-même avait sa part de mystère, et d'autre part, il avait un peu tendance à dire à chacun sa chacune, si vous voulez, selon l'auditeur. Il ne parlait pas de la même façon à un diplomate français, et entre les différents diplomates français qui le conseillaient, il ne tenait pas toujours le même langage. Il ne parlait pas de la même façon à un de ses ministres qu'à un chancelier ou ministre allemand ou italien ou américain ou soviétique. Il y a toujours l'adaptation de son discours en vue. Il y avait à la fois une permanence de ses vues les plus profondes qu'on essaiera de rappeler, et en même temps une adaptation assez habile d'ailleurs à l'auditoire, tel qu'il le percevait. Mais enfin, Gérald de Gaulle a une vision de l'Europe, ça je réponds tout de suite, c'est très clair. Il a exprimé par écrit dans ses Mémoires d'espoir, son dernier livre, et donc c'est lui-même qui s'exprime, il a défini, entre guillemets, ce qu'ont en commun, selon lui, les nations européennes. Nations européennes, mais elles ont en commun l'Europe quand même. Je cite, « Toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce, il est conforme à leur nature, c'est les nations européennes, qu'elles en viennent à former un tout ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. » Alors, je vous dis tout de suite que vous exprimez ça aujourd'hui en public, ou vous le publiez, vous risquez d'aller au ballon. Hein. Bon, on voit à quel point les temps ont changé. Et enfin, c'était sa conception fondamentale. Il y a des nations, pour lui c'est la base au départ. La nation est liée à la notion même de démocratie. Il a toujours expliqué très clairement que la démocratie à laquelle il était attaché, de façon peut-être un peu particulière, mais c'était un démocrate incontestablement, mais pour lui la démocratie n'avait de sens que dans un cadre national, et d'une nation, je dirais, à la française, enfin bien structurée. Bon, c'est très important, la notion de démocratie internationale, ou encore plus supranationale, j'y reviendrai, pour lui, il n'avait tout simplement pas de sens. Pour lui, c'était un oxymore, ça ne tenait pas. Premier point. Les nations européennes, mais en même temps, elles sont unies par quelque chose qu'il appelle lui-même l'Europe, et pas uniquement pour s'en moquer. Dans d'autres cas, c'est tout à fait profond, nous allons le voir aujourd'hui. En même temps, il est clair que Gérald de Gaulle n'a pas hésité dans sa politique, parce qu'il fait de la politique quotidienne, bon, à instrumentaliser cette notion en fonction et à mesure des différentes étapes de sa politique extérieure, qui est passée par des étapes successives, je dirais pas contradictoires, enfin quand même assez différentes les unes des autres. J'y reviendrai bien sûr. En effet, sa politique extérieure a souvent changé dans l'exécution, mais on peut trouver malgré tout des lignes directrices et permanentes exprimées par de Gaulle lui-même. D'abord la notion de levier, c'est un mot qu'il utilise volontiers. Le levier, parce qu'il sait très bien que la France est désormais une puissance moyenne, elle est parfaitement consciente, mais elle peut potentialiser ses moyens en utilisant la construction européenne, ou l'Europe, enfin bon, comme un levier, à condition de le contrôler, bien entendu, d'une certaine façon, lui permettant d'accroître son influence et son importance dans le monde. Notion de levier. Deuxièmement, il revient très souvent sur la notion d'équilibre. D'équilibre au sein, disons, de l'Europe politique de l'époque, ou même plus économique encore que politique à l'époque, l'Europe des six, ce qu'on appelle couramment le marché commun, qui existe, j'y reviendrai, déjà de son temps, l'équilibre avec l'Union soviétique, l'équilibre Est-Ouest, l'équilibre dans le monde, avec les pays en train de devenir indépendants, c'est un facteur essentiel aussi, nous sommes en plein développement des indépendances à partir de 1958 et la fin de la période coloniale. La notion d'équilibre est pour lui tout à fait fondamentale. Elle est en même temps tout à fait classique, c'est un héritage, je dirais, de la pensée française en politique internationale. C'est pas le seul héritage, mais c'est un héritage fondamental, certainement depuis le XIXe siècle. De Gaulle distingue trois domaines
d'action essentiels du point de vue français. Bien entendu, l'Europe. Alors là, l'Europe, pas uniquement au sens de l'Europe des six, et sa vision dépasse ça. Son Europe inclut bien entendu la Grande-Bretagne, même si celle-ci ne fait pas partie du marché commun. Son Europe inclut évidemment l'Allemagne, mais elle inclut également l'Union soviétique, au moins à terme, au terme d'une évolution qu'il espère. Bon. Deuxième grand domaine de réflexion pour De Gaulle, c'est l'Occident. Donc la France fait évidemment partie, ça n'a jamais été nié, mais l'Occident a bien entendu d'autres partenaires, je dirais, extra-européens. La Grande-Bretagne, que lui a toujours considéré davantage comme occidentale qu'européenne, mais je reviendrai là-dessus, et évidemment les États-Unis, qui n'ont jamais été absents, bien sûr, de sa réflexion. Même quand il s'oppose à eux, c'est parfaitement qu'il y a un monde occidental, que la France en fait partie, les États-Unis aussi, en est totalement conscient. Et puis, un troisième domaine, qui est mondial, pas toujours bien vu, mais il y a déjà une conception qui, pour l'époque, est peut-être très moderne, enfin, d'un monde en pleine évolution, la décolonisation, je le rappelle, dans laquelle la France a des cartes à jouer en Afrique, je dirais, ex-française, encore très proche à l'époque, mais où, bien entendu, jouent, outre les États-Unis et l'Union soviétique, des pays dont il pressent la montée en puissance, la Chine, bien entendu, dont il a reconnu le régime communiste dès 1964, le premier occidental à le faire. Il est également très sensible aux potentialités de l'Amérique du Sud. Bon, peut-être pas toujours très enthousiaste, mais il sait que c'est important pour l'avenir. En utilisant l'effet levier que j'ai rappelé, en utilisant les équilibres entre lesquels il faut jouer, l'idéal et la constante de la politique gaulliste, c'est d'essayer de mettre la France au centre de trois cercles concentrés. C'est un peu une image géométrique. Trois cercles qui se recoupent, ils ne sont pas concentrés, en fait, ils se recoupent. Il faudrait presque un schéma pour faire comprendre. C'est l'Europe, l'Occident et le monde entier. Et son idée, c'est d'essayer de mettre la France dans une position où elle soit incontournable pour les trois cercles que j'ai définis, et l'Europe, et le monde occidental, et le monde qu'on appelle à ce moment-là, à l'époque d'ailleurs, en voie de développement. Enfin, bon. De façon, en jouant de l'effet de levier et de la situation de la France présente dans les trois cercles, de façon à multiplier les moyens réels du pays et l'influence du pays, donc il connaît quand même les limites, il est très conscient de cela. Alors, les premières orientations, on les voit apparaître dès Alger, à l'automne 1943, après la fusion, si vous voulez, avec le Giraud, pour dire les choses, Jacques Giraud, pour dire les choses très clairement, à l'automne, l'été et l'automne 43, et le Comité français de la libération nationale, pour employer le titre du gouvernement français d'Alger à l'époque, consacre sa réunion du 12 octobre 1943 aux grandes orientations de la politique extérieure d'après-guerre. Je vous rappelle, octobre 1943, la France est vaincue. Bon, l'Afrique du Nord vient tout juste d'être libérée au mois de novembre précédent par les Alliés. Les moyens de la France libre, ou désormais, comme on dit maintenant, le Comité français de la libération nationale, sont très réduits. Ce sont des réflexions pour l'avenir, mais les moyens concrets, c'est très simple. L'armée américaine, les Américains fournissent tout pour le rééquipement de l'armée française, tout, jusqu'au sous-vêtement, tout absolument. Bon. D'autre part, le ravitaillement au pétrole, etc., passe par les Américains. Situation où on ne peut que faire des projets d'avenir, on ne peut pas avoir immédiatement une réalisation. Mais il se dégage des déclarations de De Gaulle lors de cette réunion, et également du circulaire qu'il envoie au ministre le 30 octobre, la conviction, chez lui, que les tendances impérialistes des grands alliés, en particulier les Américains, les Britanniques aussi, mais les Soviétiques bien sûr, et en particulier la certitude qu'à la fin des hostilités des États-Unis et l'URSS émergeraient comme des puissances prédominantes dans le monde et antagonistes. Alors, prédominantes, ça tout le monde comprenait bien que les États-Unis et l'Union soviétique
sortirait de la guerre en grand vainqueur. Et que d'emblée, tout de suite, il serait antagoniste. En 1943, encore peu de monde le voyait. On imaginait la poursuite de l'alliance du temps de guerre sans se poser trop de questions. Et là, De Gaulle était considéré comme trop, je dirais, pessimiste par beaucoup de responsables, même de la France libre. Bon. On ne pouvait pas, d'autre part, exclure, toujours De Gaulle, exclure pour l'après-guerre la réapparition d'un danger allemand, soit en tant que tel, une nouvelle phase de nationalisme, de redressement allemand, comme après 1919, soit par l'effet que l'évolution de la question allemande, qui était l'enjeu essentiel de la guerre finalement, l'effet que cette évolution pourrait avoir sur l'antagonisme prévisible entre les États-Unis et l'URSS. Et De Gaulle, dès octobre 1943, prévoyait la possibilité de nouveaux conflits, je cite, s'allumant du fait ou à cause de l'Allemagne. Alors si vous regardez l'histoire de la guerre froide, je dirais jusqu'aux années 1970, à différentes reprises, le monde n'a pas été extrêmement loin d'une grande guerre à cause du problème allemand et des divergences de vues entre soviétiques et occidentaux sur le développement de la question allemande. Enjeu essentiel. L'Allemagne, c'est la première puissance industrielle d'Europe. Hein, c'est très simple. Bon. Et donc, très important de savoir qui va la contrôler. Elle se retrouve divisée à la fin de la guerre, mais enfin, est-ce qu'elle se réunifiera pas? À qui profitera la réunification? Tout ça sont des questions que De Gaulle envisage dès 1943. Alors, dans ces conditions, nous sommes fin 1943-1944, dans ces conditions, pour De Gaulle, la sécurité de la France reposera d'abord sur un traité d'alliance franco-soviétique, qui sera conclu effectivement le 10 décembre 1944. C'est une tradition française. Il y avait eu une alliance franco-russe à partir de 1892, n'est-ce pas? Donc c'est pas nouveau, c'est une réédition, si vous voulez, dans la notion d'un équilibre européen. Mais en même temps, De Gaulle est parfaitement conscient du fait, il en est tout à fait conscient, c'est parfois contesté, même encore récemment dans des ouvrages, mais je le sais, les archives le montrent, des témoins que j'ai encore connus, qui avaient suivi De Gaulle lors de son voyage à Moscou, etc. De Gaulle est parfaitement conscient du fait que l'Union soviétique de Staline allait poser beaucoup de problèmes aux Occidentaux. Et pour De Gaulle, il existe un facteur de rééquilibrage face à l'Union soviétique, même s'il veut s'allier avec elle. Ça, c'est tout De Gaulle. D'un côté, il s'allie, puis de l'autre côté, il prend une contre-assurance. Hein. C'est une politique très réaliste. Le facteur de rééquilibrage, c'est, je cite, que l'on essaierait, et ça il le dit dès octobre 1943, de mettre sur pied une fédération de l'Europe occidentale, comprenant la France, les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg, la Ruhr, détachée de l'Allemagne, la Rhénanie, détachée de l'Allemagne, éventuellement l'Angleterre et l'Italie. C'est encore assez vague. Il emploie à ce moment-là le terme de fédération. Par la suite, on lui fera comprendre qu'en droit international, une fédération, c'est quelque chose de très étroitement uni, et il passera alors au terme de confédération, qui est plus souple, plus vague, il arrangeait mieux. Alors, dans son esprit, cette fédération était présentée à la fois comme un moyen de contrôler l'Allemagne. En 1943, il n'est pas question d'avoir une politique qui ne vise pas d'abord au contrôle de l'Allemagne, qui continue à occuper le territoire français, je vous le rappelle. Hein, donc, bon. Mais en même temps, il est clair qu'elle est aussi considérée comme un moyen de contrebalancer l'influence soviétique en Europe après la guerre, même si ce point-là, on ne le clame pas sur les toits, parce qu'on est encore en guerre avec les soviétiques contre les Allemands. Enfin, respectez ça. Contrôler et diviser l'Allemagne avec l'aide de l'URSS, mais grâce à la division de l'ancien Reich, division de l'Allemagne après la guerre, réunir l'Europe occidentale autour de la France, en y comprenant le potentiel de la Ruhr, le cœur industriel du continent, de façon à contrebalancer la puissance soviétique, tout en mettant les Français en bonne position en Europe. Voilà ce qui me paraît avoir été le projet du général de Gaulle à partir de 1943. Éventuellement, bon, avec des modifications, il n'a jamais totalement disparu. En 1958, comme vous le savez, il revient au pouvoir au mois de juin. Dans un premier temps, il est premier président du Conseil, avant de dire président de la République, début 1959. Fin juin 1958, il réunit au Quai d'Orsay, ou même à Matignon, peu importe, tous les grands directeurs des services du Quai d'Orsay,
ça je le sais par un témoin, hein. Vous savez quelle question il pose à tous ces diplomates qui sont là, les chefs de la diplomatie française? Que reste-t-il de ma politique allemande? Il veut dire celle de 43-45, bien entendu. Silence gêné dans les rangs, une voix plus audacieuse dit « Rien, mon général ». Parce que, entre-temps, la guerre froide avait conduit à la création de la République fédérale d'Allemagne par fusion des zones américaines, britanniques et françaises, face à la RDA, République démocratique allemande, elle communiste et contrôlée par Moscou, et la République fédérale était entrée dans une organisation européenne, communauté économique charbon-acier en 1950, en 1957, la communauté économique européenne du marché commun, comme on dit, et puis elle avait été en 1955 réarmée et intégrée dans l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, tout ça vous paraît lointain. Quand on disait aux Français en 1955 ou les années précédentes qu'on allait réarmer l'Allemagne, les gens étaient, la plupart des gens étaient terrorisés. On réarmait celui qui avait envahi 2 fois. Bon. Il faut avoir ça en tête. Il y a des choses qui peuvent paraître aujourd'hui peu rationnelles, mais qui à l'époque étaient psychologiquement tout à fait compréhensibles. Donc il dit ça en 1958. Il va évidemment avoir une autre politique allemande, bien sûr, je vous l'ai décrire. Enfin, il rend visite à Brejnev en 1966. Une visite d'État, une visite très officielle. Et à un moment donné, il parle de la réunification allemande. Le projet, officiellement, il est toujours entendu qu'un jour, on réunifierait l'Allemagne. Un jour. Hein. C'était prévu par les accords de 1945. C'était normal, juridiquement. Mais De Gaulle dit à Brejnev, à propos de la réunification, nous sommes ni très ardents, ni très pressés. Je cite, c'est tout à fait du style de Gaulle, ni très ardent, ni très pressé, ça veut dire on a le temps. Bon. Sans oublier, une fois de plus, l'échelle mondiale. Je l'ai dit, il y a une échelle mondiale. On a les instructions que De Gaulle a données dès le mois d'avril 1945 à la délégation française à la conférence de Bretton Woods aux États-Unis qui était chargée de mettre sur pied le pacte de la charte pour la charte des Nations Unies. Et il dit très clairement que là, ça va être un cadre où la France pourra jouer un rôle en entourant d'autres puissances, que les très grandes puissances, États-Unis, Union soviétique, etc., de façon à augmenter son influence. Il n'oublie pas non plus l'échelle mondiale. Je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme de 1948 qui est rédigée en fait, très largement sous l'influence des juristes français, que la France avait une longue pratique de la SDN avant la guerre, Société des Nations qui avait précédé l'ONU de 1945, et l'idée que les Français avaient joué un rôle considérable à l'ONU n'était pas farfelu, ce n'était pas allé aussi bien qu'il espérait, mais enfin c'était tout à fait réaliste. Bien. Alors, maintenant, j'en arrive à 1958, le retour au pouvoir. 14 septembre, De Gaulle rencontre le chancelier Adenauer à Colombey, dans sa résidence personnelle. Ce qui a une signification. Il veut donner un côté, disons, de proximité à sa relation avec le chancelier allemand, qui n'était pas spontanément gaulliste, je vous dis tout de suite. Hein. Les Allemands étaient même préoccupés de voir revenir au pouvoir à Paris, mais quelqu'un qui avait été quand même un des chefs de la guerre mondiale contre l'Allemagne. Une inquiétude à Bonn. Là, à Colombey, De Gaulle et Adenauer établissent les bases d'une relation. Ils ne parlent pas de choses très précises, une prise de contact. Ils se flairent un peu comme ça. Ils sont de la même génération. Ils ont la même vision du monde qu'entre nous, assez conservatrice. Pas du tout pro-communiste, absolument pas. En même temps, très européenne de la vieille Europe d'avant la guerre de 14, hein, qui était capable de gérer ses affaires sans que les Américains interviennent en permanence. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup en commun dans cette vision d'une Europe qui reprendrait, malgré la guerre froide, un peu le contrôle de ses affaires. En même temps, c'est De Gaulle, il est retort 3 jours après. Le chancelier Adenauer, à peine rentré à Bonn, n'a pas été content. 3 jours après, De Gaulle lance quelque chose de totalement différent. Enfin, au moins en première lecture, il lance auprès des Américains et des Britanniques un projet de directoire à 3 de l'Alliance Atlantique, entre États-Unis, Grande-Bretagne et France. Du coup, les autres pays membres de l'Alliance Atlantique,
y compris l'Allemagne, dont il venait de voir le chancelier, serait sinon court-circuité, du moins mis au deuxième plan. Donc il joue tout de suite deux cartes, celle d'une entente avec l'Allemagne et en même temps celle d'une entente directe avec les Américains et les Britanniques pour reprendre un rôle au sommet du monde occidental à égalité avec Londres et Washington, qui ont refusé tout de suite. Donc ça n'a pas marché. Enfin, c'est très révélateur des arrière-pensées du général. Et en même temps, De Gaulle, qui avait fait campagne contre la construction européenne tout au long des années 50, je ne peux pas tout raconter, mais il avait pris position contre la CECA, contre la communauté européenne de défense, un projet militaire qui avait échoué, contre le marché commun, le traité de Rome de 1957, chaque fois De Gaulle est contre. Bon. Et puis, quand il arrive au pouvoir, premier dossier, le marché commun doit entrer en vigueur le 1er janvier 1959. Ouais, en vigueur, c'est comme ça. Bon. Alors, ou bien De Gaulle accepte, il ne remet pas en cause cette échéance, ou bien il la remet en cause, il change tout. Il décide là de changer de politique et d'accepter ce qu'il avait jusque-là refusé. Pourquoi? D'une part, parce que c'était lancé, c'est très difficile même de s'y sortir au dernier moment, et d'autre part, parce qu'il en a fait un levier pour forcer la transformation de l'économie française et des finances françaises, rétablir l'équilibre budgétaire, qui sous la 4ème République n'était pas réalisé, procéder à une masse de réformes dans tous les domaines sur lesquels la France a vécu longtemps. Beaucoup de... Enfin, tout raconter, enfin, beaucoup d'éléments des organisations financières, économiques et sociales de la France moderne viennent en fait de la mise en conformité avec les obligations prévues par l'entrée dans le marché commun le 1er janvier 1959, politique budgétaire raisonnable, budget en équilibre, je dis ça comme ça au passage, enfin bon, réorganisation de l'administration, réorganisation des aides à l'industrie, programme de développement industriel, très vite, programme de développement nucléaire, militaire mais aussi civil, tout ça c'est un ensemble, bon, mené avec beaucoup de discipline pour que ça tienne le coup sur le plan budgétaire. Alors, on dit toujours que De Gaulle se moquait de la tendance suivra, disait-il. Non, et c'est très bien, c'est essentiel, même s'il ne veut pas lui donner trop d'importance verbalement. Dans les faits, tout ça est fait avec la plus grande précision, et dans les documents de l'époque, l'historien voit toutes les décisions sont chiffrés, calculés, certains sacrifices sont faits consciemment parce qu'il faut obtenir tel résultat, etc. Ce qui fait que la France pourra entrer dans le marché commun le 1er janvier 1959 sans désastre monétaire ou économique. Tout le monde pensait, avant la mise en place de cette politique, que la France n'arriverait pas à entrer effectivement dans le marché commun le 1er janvier 1959. C'est pour ça que quand on dit qu'il était hostile à l'Europe de Bruxelles, oui, en principe, oui, mais enfin, en même temps, il fait tout pour que la France puisse y entrer. Bon, et il va même essayer de développer ça par l'exercice du plan Fouché. Le général de Gaulle avait opposé ce qu'on appelle le plan Fouché, je vais expliquer ce que c'est, du nom du négociateur français. Le général de Gaulle avait opposé dès les années 50 à la conception d'une Europe intégrée, on dirait supranationale, bon, à tendance fédérale, ça aussi, bon, qui était la CECA, la CED, puis marché commun, l'idée d'une Europe confédérale. Il était toujours, dans ses discours dans les années 50, revenu à l'idée d'une Europe confédérale, une Europe des États. Bon. Revenu au pouvoir en juin 1958, l'affaire économique, est entendue, ce sont les structures du marché commun, ça, bon. Mais pour le plan politique, il n'est pas encore fixé. Il n'y a pas encore de... Ah, il faut changer de... La batterie, ah oui, c'est la batterie. La fin du monde occidental sera la batterie. L'échec de la batterie sera la fin du monde, ça c'est une théorie, je crois. Bon. Donc, oui, effectivement, ça marche mieux. Du coup, il va profiter pour l'étape suivante, pour l'étape qui est maintenant politique, forcément, au-delà de la technique économique ou industrielle, il va vouloir reprendre la main en fixant son projet européen de coopération interétatique et non pas d'intégration. Certains disaient qu'il suffit d'élargir progressivement le rôle de la communauté économique européenne
qui progressivement prendra en main tous les domaines. Lui disait non, il y a des domaines essentiellement politiques, ainsi que diplomatie, sécurité, défense également, qui doivent rester à part, certes organisés, il emploie le terme de coopération organique entre États européens, les États européens, les 6, à l'époque, les 6 membres de la communauté économique, bien sûr, France, Italie, Allemagne et Benelux, bon, débouchant sur une politique commune, son expression, dans les affaires européennes et mondiales, et une politique indépendante de celle des Américains. Je n'ai pas dit opposée, mais indépendante. Vous comprenez la nuance. Et il va proposer, lors d'une rencontre avec Adenauer en juillet 1960, de mettre en place une coopération organisée. On prend quelqu'un de sa génération, coopération organisée, ça va très loin, hein, c'est pas du blabla, c'est vraiment une coopération profonde, organisée, sérieusement. C'est pas l'intégration fédérale. Bon. Afin d'aboutir à une Europe jouant son propre rôle dans le monde et qui romprait aussi bien avec le processus d'intégration communautaire, Europe de Bruxelles si vous voulez, qu'avec l'intégration au sein de l'Alliance Atlantique conclue en 1949, qui visait également, cette Alliance Atlantique, une intégration militaire sous direction américaine face à l'armée rouge. C'était très concrètement, c'était ça que ça visait. La conception du général comporte en effet pour l'Europe un important volet stratégique, et pas simplement politique ou diplomatique. Alors, au cours de cette réunion, Adenauer se montre dans l'ensemble d'accord avec les propos de De Gaulle. Il est inquiet de l'évolution de la politique américaine, qui aurait tendance à s'entendre avec Moscou à cause des dangers de la guerre froide sur le dos des Européens. Adenauer, qui est un homme du XIXe siècle, où l'Europe était une réalité, bon, l'Europe pour lui doit exister par elle-même, là il est d'accord avec De Gaulle sur le plan militaire, et la France et l'Allemagne doivent s'entendre pour en prendre la tête. Alors, des conversations commencent alors avec les 4 autres partenaires au niveau des 6, qui font apparaître 3 problèmes qui resteront jusqu'à la fin de l'exercice, 3 obstacles. Le rôle de la Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de la communauté européenne et qui est difficilement contournable par sa puissance, c'est la Grande-Bretagne de l'époque, sa puissance industrielle, militaire, sa politique d'armement, son influence politique. Bon. D'autre part, le statut des communautés existantes, CK et CE, parce que les partenaires de la France craignent que Paris ne veuille tenir systématiquement Londres à l'écart, ce qui les gêne, bon, et d'autre part ne réduise le rôle des organismes atlantiques et européens existants, ce qui était effectivement l'arrière-pensée du général. Alors ces 3 problèmes, rapport avec l'OTAN, rapport avec la Grande-Bretagne et statut des communautés, vont rester permanents pendant tout l'exercice. De même, après ça, dans les rapports franco-allemands, nous le verrons. Alors, par les étapes sur lesquelles je passe, on s'est mis d'accord sur un projet initial en 1961, prévoyant la mise en place d'une coopération politique avec des réunions régulières des chefs d'État, gouvernement, afin d'aboutir à une politique commune. Je dirais, pour résumer les choses, ce projet d'union politique, on l'appelle union politique. C'est comme ça qu'il est connu à l'époque. Hein. Bon, union politique, ça va plus loin que le traité de Maastricht de 1992 dans le domaine politique. Je dis ça pour vous fixer un peu les idées, pour un point de comparaison. Hein. Donc, c'est pas quand même, c'est pas rien du tout, c'est sérieux. Alors, simplement, il y a toute une série de négociations. Nous savons maintenant que il y en a aussi, c'est une leçon qu'il faudra retenir. De Gaulle croit qu'il contrôle toute la négociation. En fait, les 5 autres négocient avec lui, mais s'entendent aussi entre eux, en sous-main. Et ça, on l'a découvert dans les archives par la suite. Et de même qu'ils sont toujours en contact avec Washington, qui est parfaitement au courant de tout. L'idée que nos partenaires européens feront quelque chose avec nous, et ça c'est une idée permanente, à mon avis encore valable aujourd'hui, feront quelque chose avec les Français sans s'en entretenir entre eux à part, ni s'en entretenir avec Washington, ce n'est pas réaliste. Ça fait partie des réalités de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Alors on arrive à la mi-janvier 1962, un vrai projet de traité qui ne demande plus qu'à être ratifié par les partenaires, et ensuite par les parlements pour être acté. Au dernier moment, Général de Gaulle fait introduire des modifications dans le texte qui était entre les négociateurs déjà prévu. Mon père faisait partie de ces négociateurs du côté français. Donc, l'affaire, je connais bien, j'ai tous les papiers à la maison, si vous voulez. Bon. Mais le Charles de Gaulle, au tout dernier moment, dans l'équilibre très délicat qui avait été réalisé entre les arrière-pensées des uns et des autres, parce que négocier avec les Italiens, c'était de grand art, hein, ça marchait quart de poil. Bon. Et de Gaulle intervient en dernier moment, sous l'influence probablement, même certainement, selon les textes maintenant, de Michel Debré, qui était son Premier ministre, qu'il est encore pour le printemps 62, et qui lui dit non, ça va trop loin dans le sens que souhaitent nos partenaires d'une fédération européenne. Il faut couper là très nettement, et au dernier moment, éliminer les points du projet en négociation qui tenait compte de l'existence de l'OTAN, etc., etc. Donc, rupture complète, là c'est très franc. De Gaulle pense qu'il va pouvoir faire imposer ça. Bien, c'est très simple, hein, la réunion du 18 avril 17 avril 1962, où les négociateurs français présentent le projet révisé au dernier moment par le général de Gaulle. Immédiatement, les 5 autres disent non, ça ne nous convient pas, terminé. Voilà. Donc ça aussi, sortez, vous n'obtiendrez jamais de certains de mes collègues historiens de reconnaître que le général de Gaulle a parfois échoué. Et là, il a échoué. Il était à deux doigts d'obtenir ce qu'il souhaitait avec tout un argumentaire, en fait, depuis 1943. Et au dernier moment, sa diplomatie, le monde de diplomatie, comme vous voudrez, le fait échouer. C'est une leçon encore, je dirais, pour aujourd'hui. Il faut bien tenir compte des nécessités politiques, éventuellement des arrière-pensées des partenaires, et savoir qu'il y a des sujets où il ne faut pas essayer de les entraîner trop loin, parce que ça ne marchera pas. Alors comme ça n'a pas marché à 6, de Gaulle va essayer de le faire à 2 avec l'Allemagne. Ça, c'est l'histoire du traité de l'Élysée du 22 janvier 1963, dont vous avez certainement entendu parler, parce que on en reparle régulièrement à chaque anniversaire, des différents organismes et institutions qu'il a créés, comme l'Office franco-allemand de la jeunesse, par exemple, existent toujours, sont actifs, ainsi que les réunions des ministres, etc. Alors, c'est signé entre Français et Allemands le 22 janvier 1963, avec le chancelier allemand à Paris. Et en fait, c'est très exactement le plan Fouché à 2, avec tout un programme de réunions qui est encore appliqué aujourd'hui, réunions régulières entre les chefs d'État, entre les différents ministres de la Défense en particulier, et des Affaires étrangères. Et le préambule va très loin, il va même là plus loin que le traité de Maastricht en matière de politique de sécurité. Il est prévu d'élaborer en français et allemand des conceptions stratégiques communes. Conception stratégique commune pour un militaire comme Charles de Gaulle, c'est tout à fait précis. Hein. C'est l'équivalent des conceptions de l'école de guerre, si vous voulez, adoptées par sans des hautes études militaires, hein, vous connaissez bien, bon, adoptées entre français et allemand en commun. Et je peux vous dire que le chef d'état-major des armées du général de Gaulle, Gérald Ayret, a effectivement essayé de donner vie à ça et à négocier avec ses camarades allemands des visions stratégiques. En Allemagne, il y avait du répondant, je veux dire, ça intéressait, parce qu'enfin les deux pays étaient dans la même situation vis-à-vis de l'Union soviétique, ils n'avaient pas forcément intérêt à être battus en cas de guerre, ils n'avaient pas non plus intérêt à être transformés en champ de ruines radioactives. Ce qui aurait pu être une des conséquences de certaines orientations américaines par moment, hein, bombarde, et puis bon. Mais simplement, très vite, les Américains sont venus reprendre en main les Allemands, et tout cet aspect stratégique des accords du traité de l'Élysée, malgré quelques tentatives de résurrection sous les différents présidents, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Chirac, Hollande, enfin bon, ça n'a jamais vraiment pris, ça n'a jamais marché. Un échec.
même si c'était pour De Gaulle absolument essentiel. Donc, c'est très simple, hein. C'est le traité de l'Élysée, c'est la réalisation à 2 de quelque chose qu'on ne peut pas faire à 6. En même temps, je dois quand même dire que jamais De Gaulle n'a négligé les autres partenaires. Ça aussi, c'est une leçon très importante à retenir son action. C'est pas de son fait si ce qui avait été prévu à 6 n'a été finalement signé qu'à 2. Hein. C'est pas de son fait. Et d'autre part, même lorsqu'on est passé à 2, il a tenu à informer, à consulter, en particulier les Italiens. Il prend les Italiens, je dirais, très au sérieux. Il parle très sérieusement avec eux. On a les comptes rendus des conversations, il leur parle très sérieusement. Hein. Il prend très au sérieux. C'est très bien que l'Italie, c'est important. C'est quelque chose que tous les dirigeants français ne comprennent pas. Mais du point de vue, pas seulement bilatéral, mais du point de vue atlantique, dans l'influence des États-Unis, des Italiens, pardon, aux États-Unis, du point de vue européen, bien sûr, et du point de vue franco-allemand, parce que les Italiens ont toujours eu d'excellentes relations avec la République fédérale, bon, et du point de vue méditerranéen, là, il suffit de regarder une carte, bon, c'est un facteur important. De Gaulle en est parfaitement conscient. En même temps, le temps passe, nous en arrivons maintenant en 1965. De Gaulle a constaté l'échec du plan Fouché. Bon, il ne va pas pleurer, hein, ça a échoué, ça a échoué. Il est assez vite déçu par le traité de l'Élysée. Ça ne rend pas tout ce qu'il voulait, parce que les Américains ont repris en main, si vous voulez, l'Allemagne fédérale du point de vue stratégique. Et en outre, la communauté économique européenne commence à avoir des idées qui ne lui conviennent pas. Il y a une évolution qui se fait à Bruxelles. Au début, la commission de Bruxelles, c'est un organisme technique pour préparer des décisions techniques approuvées par les gouvernements pour des questions douanières, industrielles, réglementaires, techniques. Bon. Et puis, sous l'influence du président de la commission, un allemand, Walter Hallstein, il commence à avoir des idées de développement presque de devenir une sorte de 7e État européen. Alors, le président Walter Hallstein, c'est symbolique, mais il se fait recevoir dans les capitales étrangères. On déroule le tapis rouge. Ça, c'est très important. Quand on déroule le tapis rouge, c'est le chef d'État, vous comprenez. Là. Il se prend pour un chef d'État. Ça, De Gaulle ne supporte pas. Et pour mettre un terme à cette évolution qui pousse, il s'en rend bien compte, vers une forme d'intégration de plus en plus poussée, de plus en plus fédéraliste au sein de la communauté économique européenne, comme ça s'appelle à l'époque, toujours d'après le traité de Rome de 1957, il va provoquer une crise en 1964-65, ça va s'appeler la crise de la chaise vide. C'est-à-dire que De Gaulle dit, mais c'est comme ça, et bien nous ne participons plus aux réunions de Bruxelles. Donc on bloque tout le dispositif. Puisque vous voulez évoluer dans un sens qui ne nous convient pas, moi je fais la grève. Il va plus, ce serait appelé la crise de la chaise vide. Et puis au début de l'année 1966, il faut bien en sortir, hein, bloqué pendant 6 mois, c'est pas commode, on s'en sort par le compromis de Luxembourg. Le compromis de Luxembourg, c'est un peu technique, mais c'est pour comprendre bien, stipule que le point central technique à discussion à l'époque, c'était de savoir si on passait du vote unanime, ce qui était le cas, en passant ensuite, comme c'était prévu comme évolution à venir, c'était sur le calendrier fixé, au vote majoritaire. Hein, et Bruxelles voulait qu'on applique le passage prévu au vote majoritaire, où la France risquait évidemment d'être mise en minorité. Encore aujourd'hui, c'est l'enjeu. Ça revient, cette histoire, encore aujourd'hui. Mais c'est parfaitement actuel. Le Maastricht prévoit des votes, disons la majorité qualifiée pour certains sujets, pour d'autres, c'est toujours un vote unanime. Bon, comme par exemple savoir si on fait entrer la Turquie ou pas, ou l'Ukraine. Et il est actuellement très sérieusement question d'évoluer là-dessus, c'est un débat. Donc, cette question qui peut vous paraître un peu théorique est toujours extrêmement actuelle. Bruxelles, avec l'appui des Allemands, des Italiens, des autres, voudrait passer au vote majoritaire, ce qui était prévu comme étape, après un calendrier fixé par les traités de 1957. De Gaulle bloque ça. Là, je suis obligé d'être très précis, c'est techniquement. Et le compromis de Luxembourg, il stipule tout simplement que on ne remet pas en cause le texte lui-même, mais on stipule qu'on arrête le processus de vote au sein du Conseil des États
qui représente les États auprès de la Commission, on arrête le vote si à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y aura pas l'unanimité. Alors, donc, on ne viole pas le texte, on ne vote pas. On arrête la procédure. Ah bah tiens, quelqu'un qui vote contre, bah on arrête le vote, on ne vote plus. Voilà. Ce qui rétablit d'une certaine façon la nécessité d'un vote unanime pour se mettre d'accord, sans toucher au texte. C'est compliqué de toucher à un texte traité, les autres n'auraient pas été d'accord. C'est ce qu'on appelle le compromis de Luxembourg. Alors, le point important, c'est que pour les Français, le compromis de Luxembourg signifiait l'enterrement définitif du vote majoritaire au profit du maintien du vote à l'unanimité, alors que pour tous les partenaires, les autres partenaires, ça on me l'a souvent dit, c'était un expédient provisoire pour sortir de la crise immédiate, mais ce n'est absolument pas une remise en cause du principe acté dans les traités devant aboutir un jour à un vote à la majorité, certes qualifiée en fonction de la population, c'est dans les États, mais non plus de la simple et claire unanimité. Ça, c'est un débat fondamental. Si vous avez un vote unanime, c'est une confédération. Si vous avez un vote à la majorité, vous passez à la fédération. Et vous aboutissez aux États-Unis d'Europe à terme. Enfin, bon, c'est pour ça que la question a l'air technique, mais elle est absolument fondamentale. Et c'est pour ça qu'elle revient en ce moment, vous avez parfaitement raison. Là, il faut avoir en tête tout ça. Avec ce malentendu, l'interprétation à Paris dans les capitales européennes n'est pas la même. Pour Paris, c'est une victoire définitive. Pour les autres, bon, c'est un truc provisoire, parce que De Gaulle nous casse les pieds. 65, il commence à être âgé. Donc il disparaît, c'est ça que ça veut dire. Bon. Et alors, De Gaulle, en même temps, il est satisfait, il a bloqué ce processus vers l'intégration européenne, vers la fédération européenne qui l'inquiétait. Il est assez satisfait. Il a ce qu'on appelle le grand dessein. C'est une expression de Raymond Aron, qui est bonne, d'ailleurs, le grand dessein. Il a une vision d'ensemble qui explique, d'ailleurs, j'invente rien, hein. Il est content. 31 décembre 1967. 31 décembre 1967, il présente ses vœux au pays, à la télévision, c'est pas fait nouveau, il est là, non. Et il cite Verlaine. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Nous sommes fin 1967, juste avant la crise de mai 68 en France, et l'affaire de Tchécoslovaquie en août 1968 avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge. Donc la vie simple et tranquille, ce n'était pas une prévision tout à fait. Bon. Et dans son grand dessin, il a été très bien vu à l'époque par Raymond Aron, qui n'imaginait pas. Raymond Aron avait les meilleurs contacts auprès de toute série de diplomates et qui lui expliquait le dessous des cartes, si vous voulez. Il faut relire ces articles dans le Figaro. Ils sont accessibles, je les ai publiés, vous pouvez les trouver et lire, tout est clair. Hein. C'est l'indépendance face aux États-Unis, symbolisée et concrétisée par la sortie du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Il y avait un commandement intégré pour les forces de l'OTAN en Europe. La France avait des commandements, mais enfin c'était quand même le chef américain qui commandait finalement tout le monde, pour les choses très rapidement. De Gaulle retire des forces du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Il a lancé sa politique d'entente, de détente et de coopération avec l'Union soviétique lors de son voyage à Moscou en juin 1966. Il pense que l'idéologie communiste arrive au bout, que les États de l'Est, à commencer par l'Union soviétique, vont se débarrasser de leur idéologie et retrouver leur cours historique normal, se débarrassant de l'idéologie communiste. Du coup, les blocs seraient, disons, supprimés, ça n'aurait plus lieu d'être, et on pourrait établir un nouveau concert européen. C'est une notion du XIXe siècle, mais qui était très vivante pendant tout le XIXe siècle, il n'est pas oublié, c'est-à-dire une forme de concertation permanente. Concert, concertation, c'est le même mot, en fait, c'est pas un concert musical, c'est la concertation, c'est ça que veut dire concert en français du XIXe siècle. Une concertation permanente dans tous les pays européens, y compris l'Union soviétique. À l'ouest du continent, une union d'États conduite par la France rééquilibrerait la Russie, mais en même temps, la coopération avec la Russie permettrait de calmer les Allemands, de les maintenir dans un statut quand même, éventuellement même divisé. C'est la préférence de De Gaulle. Car la question allemande se trouve au cœur de la réflexion de De Gaulle,
Et c'est extrêmement net, je ne peux pas le développer pour ne pas prendre trop de temps, mais en fait, il s'agit de revenir à un système très 19e siècle d'équilibre, où la France et la Russie, alliance franco-russe, désormais l'Union soviétique, qui va devoir se désidéologiser, donc être plus acceptable, s'entendent pour maintenir l'équilibre sur le continent et limiter l'influence des Allemands. Il y a un groupe de travail qui travaille en liaison avec l'Élysée sur des, je cite, modèles de sécurité européenne, qui publie ses réflexions en décembre 1967, toujours le même moment, n'est-ce pas, dans la revue Politique étrangère, que vous pouvez consulter en ligne sans aucun problème. Seulement, voilà, en 1967, donc, De Gaulle est allé à Varsovie en visite officielle. Il a tenu devant la Diète polonaise. Pour lui, la Pologne, c'est très important. Il avait été officier en Pologne en 1920, au moment de la guerre entre la Pologne et Lénine, enfin la Russie bolchevique. Il connaissait très bien la Pologne, et pour la Deuxième Guerre mondiale, etc. Enfin bon, pour lui, c'est important, la Pologne, à juste titre d'ailleurs. Et il prononce devant la Diète polonaise un discours correspondant exactement à ce que je viens de vous dire. Communisme, ça c'est des idéologies, la vieille nation polonaise va reprendre, etc. Enfin, vous imaginez tout ce qu'on peut dire. Simplement, il y a la réponse du chef, du secrétaire général du Parti communiste polonais, Gomulka, qui lui répond. Non, avant tout, la solidarité entre les pays socialistes, et en particulier la Pologne et l'Union soviétique. C'est exactement le contraire, et ça, en plein dans les gencives, hein, c'est assez net quand on lit le résultat. Et d'autre part, le printemps de Prague, c'est-à-dire la volonté des Tchèques en 1968, pas d'abandonner le communisme, mais de le faire évoluer complètement vers une forme beaucoup plus souple, moderne, enfin, éventuellement une forme de social-démocratie plus socialiste, bon, qui est derrière la politique tchèque en 1968, à laquelle met fin l'intervention soviétique, qui rétablit un gouvernement tchèque extrêmement dur et totalement communiste. Tout ça montre que l'idéologie communiste, peut-être pas dans le fin fond des consciences, les Européens de l'Est, ça, effectivement, mais dans les faits, est toujours au pouvoir. Il n'y a rien à faire, ça c'est incontournable. Alors, c'est l'échec du printemps de Prague, l'échec de la conception gaulliste, ou du moins, il doit renvoyer sa conception d'une libération par évolution de l'Europe orientale s'éloignant du communisme à un horizon beaucoup plus lointain. C'est pas imminent, il n'abandonne pas cette vision, mais pour beaucoup plus tard. Ça change la chronologie. D'autre part, la crise de 1968, les crises de 1968 confirment aux yeux de De Gaulle le retour de ce qu'on appelle problème allemand. Alors, on soupçonne les Allemands d'avoir joué un rôle à Prague dans la politique de Dubček, le chef communiste tchèque qui voulait se débarrasser du communisme dur face à Moscou, n'est-ce pas? On soupçonne les Allemands, ce qui est peut-être excessif, mais surtout, et là c'est moins contestable, il y a une crise monétaire à l'automne 1968 à cause de mai 68. Un mois et demi de grève, et puis 30% d'augmentation des salaires, ça doit se solder. Et c'est une crise monétaire, on aura dévalué le franc, à l'époque il n'y a pas d'euro, c'est de la monnaie nationale, on va la dévaluer, et au cours de cette crise de l'automne 1968, les Allemands n'ont nullement accepté d'aider les Français. Ils auraient pu réévaluer le mark, comme ils ont refusé de réévaluer le mark, les Français ont dû dévaluer le franc. Bon, ça vous laisse peut-être totalement froid, mais à l'époque, d'évaluer la monnaie nationale, pour un gouvernement, c'était un constat d'échec. Enfin, on comprend pourquoi, d'ailleurs, ça suppose mécaniquement une hausse des prix. Hein. Enfin, bon. Donc, c'était considéré comme, pour De Gaulle, une humiliation. Il a tout fait pour essayer d'éviter cette dévaluation, et on a tendance à faire retomber la responsabilité de cette situation sur les Allemands. En plus, la crise monétaire donne lieu à des mouvements d'opinion, en particulier un titre fameux de la Bild Zeitung. La Bild Zeitung, c'est le journal populaire qu'on trouve partout en Allemagne,
pas un mauvais journal, si vous voulez, mais la finesse de ses analyses le cède parfois à la volonté d'avoir un titre accrocheur pour dire les choses très poliment. Bon, et la Bild Zeitung, qu'on trouve partout, c'est la première publication quotidienne, a un titre gigantesque, Wieder Nummer 1. Nous sommes à nouveau numéro 1. 1968, maintenant, 1968, quand on lit la presse allemande, Wieder Nummer 1, nous sommes de nouveau les premiers, ça énerve, si vous voulez, comme ça. Et on a là-dessus des témoignages sur lesquels je n'assiste pas. Donc voilà, finalement, voilà, ça marche pas bien. La désidéologisation du communisme, c'est pas ce qu'on espérait. L'Allemagne n'évolue pas dans le sens qu'on espérait non plus. Et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais sa dernière étape, début 1969, De Gaulle veut reprendre le projet européen politique. Et là, il comprend une chose, le seul pays européen qui appuie vraiment ce genre de projet politique confédéral, sans intégration supranationale, etc., c'est le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de la communauté européenne, qui a posé 2 fois sa candidature au cours des années qui viennent de s'écouler, et 2 fois De Gaulle a fait échouer la candidature de la Grande-Bretagne. Et je n'avais pas dit ça au passage, enfin, on tenait à rester sans les Britanniques. À partir du moment où les Britanniques entraient dans le circuit, ils devenaient les plus importants. C'est ce qui d'ailleurs s'est passé après 72, quand les Anglais ont fini par entrer dans le marché commun. Très vite, à Bruxelles, on n'a plus parlé français mais anglais, et ainsi de suite. Ben, c'était pas mal vu, bon. Mais De Gaulle se rend compte que c'est le seul pays qui peut concevoir, vraiment partager sa conception d'une Europe politique confédérale. Il donne des instructions, début 1969, à Michel Debré, qui est toujours qui est plus près du Conseil, mais qui est ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. Il y a une réunion qui se tient au Quai d'Orsay avec tous les responsables de la politique extérieure, et on aboutit à la conclusion, même des hauts fonctionnaires qui étaient plutôt partisans de la construction de Bruxelles que des idées de Gaulle, tous disent, au point où on en est, il faut raccrocher les Anglais. Bon. Que De Gaulle avait rejeté 2 fois. Donc là aussi, il est capable de changer de pied. Hein. Bon. Et puis, finalement, comme vous le savez, il y a le référendum du mois d'avril 1969, et il démissionne avant que cette piste n'ait pu être totalement poursuivie. Le président Pompidou jouera quelque chose qui n'était pas exactement prévu par De Gaulle. Il acceptera l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union économique, dans le marché commun. Il n'y a pas moyen de faire autrement, mais il ne poursuivra pas les idées politiques d'Europe politique de défense qu'avait De Gaulle. Il estimait que ce n'était pas urgent ni réaliste. En conclusion, ma conclusion sera nuancée. De Gaulle, d'un certain point de vue, est resté fidèle à ses conceptions de base. Même si l'évolution rapide de l'univers communiste, qu'il avait cru déceler à partir de 1964, n'était finalement pas encore au rendez-vous. Alors évidemment, certains vous diront, mais finalement, en 1989, il s'est passé ce qu'il avait prévu en 1964. D'accord. La seule chose qu'en politique, la politique, c'est pas de la philosophie ou de la sociologie ou de la politologie. Il suffit pas de dire ça va se passer, il faut donner un calendrier. Hein. Ça c'est abstrait. Donc ça s'est pas passé à ce moment-là, loin de là. Le grand dessein de Gaulle était donc renvoyé à plus tard de toute façon. Il n'était pas encore mûr. Et dans les derniers mois, De Gaulle revient au fond de plus en plus à un discours qui avait toujours été aussi présent depuis la guerre, plus tellement celui des jeux d'équilibre multilatéraux, style concert européen classique, et un jeu plus dur, la France puissance moyenne contre les empires. C'est le titre d'un livre de Paul-Marie de Lagorce, un journaliste très connu à l'époque, qui avait l'oreille et l'œil du général qui lisait tout ce qu'il écrivait. Il lui a envoyé ce livre, La France contre les empires, et De Gaulle, à ce moment-là, De Gaulle a remercié, dans ce que je pense, c'était ça. Et il avait, dès 1943, parce que chez De Gaulle, vous avez toujours et l'aspect européen, le concert européen, etc.,
puis un aspect, je dirais, beaucoup plus nationaliste. La France doit jouer son jeu. Et en 1943, il avait expliqué au général Bousca, qui était le représentant général Giraud à Londres, « Je ne veux pas de politique d'alliance arrêtée une fois pour toutes. Je veux que la France joue un jeu d'équilibre dans le monde, s'appuyant tantôt sur la Russie, tantôt sur l'Angleterre, etc. La France doit chercher sa voie et fixer sa place dans le monde avec ses propres moyens. » Primo, c'est tout à fait différent et du projet d'union politique dit plan Fouché et du traité de l'Élysée, c'est encore autre chose. Et en même temps, De Gaulle a toujours eu en tête ces deux orientations. Et c'est ça qui est compliqué avec lui. Il a toujours ces deux cartes possibles, passant de l'une à l'autre selon les circonstances. C'est pour ça qu'il pose un problème, certainement, à l'historien. Et il semble bien que les événements de 1968, y compris en Tchécoslovaquie, avec l'Allemagne, les conduit à une nouvelle inflexion entre ces deux directions alternées présentes chez lui depuis la guerre, l'une qui était plus européenne. On va donner des exemples, incontestablement, c'est la politique européenne, même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas appeler ça autre chose que politique européenne. Et l'autre qui était plus traditionnelle, revenant à une politique française assez classique, d'alliance de revers, qui était au fond celle de François Ier avec le Grand Turc, et celle de la Troisième République, s'alliant à l'Empire russe, qui n'avait vraiment rien de républicain, de libéral, mais qui était un contrepoids contre l'Allemagne à partir de 1892. J'espère que c'est un schéma de pensée que on n'est pas forcé d'y adhérer à fond, mais il me semble utile en tout cas pour lancer des réflexions et surtout organiser les réflexions sur un sujet très complexe. Vous me permettrez de conclure, puisque c'est quand même un échec. Si je dis ça dans des colloques, certains milieux, des collègues, non, absolument pas, vous n'avez pas compris, c'est vous qui échouez, pas de vous. Je maintiens que c'est quand même un échec. Pour quelle raison? Parce qu'il a sous-estimé le rôle des idéologies dans la vie des peuples et dans les relations internationales. Alors, les idéologies, il y en a tout type, il y a le communisme, mais il y en a d'autres. Hein. Après tout, l'islamisme, c'est aussi une forme d'idéologie. Enfin, bon. Il a surestimé constamment les moyens français. Je sais bien que, c'est très bien, ça ne peut jouer que s'il y a des arcs-boutants, des équilibres croisés. La France fait intervenir un poids déterminant avec peu de moyens, mais en jouant de ces équilibres et déséquilibres. Il y a le choc de 1968 qui a été profond, monsieur. Pardonnez-moi, j'ai mon service militaire à l'époque. Hein. J'ai vu l'État se décomposer du jour au lendemain. La seule chose qui tenait, c'était l'armée. Les communications du gouvernement, de l'administration, tout passait par les PTT. Les PTT étaient en grève. Comment voulez-vous faire? Pour correspondre avec les préfets, tout simplement. On a vu arriver à l'école militaire où je faisais mon service des dizaines de camions radio avec de braves troufions qui toute la journée faisaient ti-ti-ti-ta-ta, ti-ti-ti-ta-ta pour correspondre en Morse avec les gendarmeries qui allaient ensuite informer les préfets un peu partout. Ça marchait comme ça. Le transport aérien était en grève. Quand il fallait aller récupérer un responsable français, un homme politique ou un diplomate qui était à l'étranger, ben on envoyait un avion militaire. Et voilà, l'arrêt complet, ça a été un traumatisme profond pour toute cette génération d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires, avec les conséquences économiques que j'ai décrites. D'autre part, il y a quelque chose sur lequel je me permets d'insister. Un gaulliste allemand, ce n'est pas la même chose qu'un allemand gaulliste. Il y a eu des Allemands qui étaient tout à fait favorables à la politique du général. Il y en a eu, un prêtre, on va donner des noms, commencé par Adenauer lui-même, dans une certaine mesure. Mais vous avez eu également des Allemands, pour dire dès ces années-là, au fond, nous on va faire pareil. C'est pour ça que je dis qu'un Allemand gaulliste, c'est pas la même chose qu'un gaulliste allemand. Un gaulliste allemand, il sera gaulliste pour l'Allemagne, ce qu'on d'ailleurs ne peut pas contester, c'est son droit le plus strict. Non, il y a eu une insuffisante appréciation de ce fait. D'autre part, il y a eu trop de changements de pied. Et je vais dire quelque chose qui je ne devrais pas dire, il y a eu trop de en même temps dans la politique extérieure du général en matière européenne. J'espère que je ne dirai rien. Bon. Et d'autre part, là aussi c'est très gênant à dire, les Européens tels qu'ils sont préféreront toujours dépendre de Washington que de Paris.
c'est moins humiliant pour un Allemand, un Italien, si vous voulez, de dépendre de Washington que de dépendre de Paris. Alors, ce sont des perceptions, parce qu'en fait, ils n'auraient jamais dépendu de Paris comme ils sont amenés à dépendre de Washington, évidemment, mais c'est très important. Et d'autre part, autre difficulté, je terminerai là-dessus, là, est fondamentale, le projet européen du général interétatique, fondé sur toute une série d'arguments, d'ailleurs parfaitement cohérents et recevables, hein, n'était soutenu réellement en Europe que par la Grande-Bretagne. Et si la Grande-Bretagne entrait dans le système, ce que De Gaulle finit par accepter à l'extrême fin, début 1969, mais il est évident que la France n'est plus au sommet des trois cercles qui se recoupent, l'Europe, l'Occident et le monde. Sa Grande-Bretagne est mieux placée et en Europe, et en Occident, c'est très proche de sa relation particulière avec les États-Unis, et également dans le monde. Le Commonwealth existait encore à l'époque très, très réellement. Voilà, à mon avis, les raisons de ce qu'il faut bien appeler un échec. Mais la leçon à retenir, c'est qu'il faut toujours dans ces questions tenir compte des positions des partenaires, essayer de les interpréter en profondeur, ne pas s'arrêter aux apparences, aller réfléchir en profondeur, parler très sérieusement, très ouvertement, et on sort du blabla officiel des réunions trop nombreuses, trop courtes, pas assez préparées. Hein. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Hein. Un ambassadeur n'accueillait pas son ministre à l'aéroport tout en continuant à utiliser son smartphone. Il n'a plus de secrétaire, l'ambassadeur, comment il fasse autrement. Et, donc, on ne travaille pas bien comme ça. Il faut que ce soit bien préparé, prévu. On le voit dans les archives, tout ça a été extrêmement préparé chaque fois. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et avoir à peu près répondu à ce que vous souhaitiez comme intervention. Batterie, la fin de l'option. Pour l'instant, il marche, donc on va en profiter. Donc, merci beaucoup, monsieur le professeur. On va passer aux questions de la salle. Donc, n'hésitez pas. Déjà une question très rapide. Pour l'instant, ça marche. Est-ce que ça marche? C'est bon. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. Et puis, c'est un vrai bonheur de vous écouter, d'autant plus que je vous ai étudié pendant 10 ans sur les relations internationales. J'avais l'impression, j'ai très mauvaise vue, surtout en ce moment, par exemple, je ne vous ai pas, mais j'avais l'impression que vous ne m'étiez pas inconnu. Oui, peut-être que vous êtes venu dans les Hauts-de-France et peut-être j'ai assisté à une conférence. Du colloque, peut-être. Oui, peut-être, voilà, c'est ça. Et je voulais vous poser cette question. Je suis venu depuis les Hauts-de-France justement pour vous poser cette question. Et d'après vos connaissances de la vision gaulliste, de la vision de l'Europe et de la pensée du général de Gaulle, quelle aurait été la politique gaulliste que le général aurait pu installer aujourd'hui à la pensée face à la Russie de Poutine? Alors, c'est une excellente question. Je vais répondre. La plupart des gaullistes historiques, ils sont morts, les grands gaullistes historiques, enfin ceux qui se réclament de cette tradition politique du général de Gaulle. Il y en a, il y a la Fondation Charles de Gaulle, où il suffit de regarder leurs publications, ça existe, bon, c'est pas un secret. Enfin, ils ont été en général, au départ, assez compréhensifs à l'égard de la politique du président Poutine, jusqu'à y compris, je dis bien y compris l'occupation de la Crimée en 2014, parce qu'en fait, je dis la Crimée est russe, hein, bon, c'est un cas complexe, mais elle est plus russe qu'ukrainienne, ça c'est bon. En revanche, après l'invasion quand même du 24 février de l'année dernière, autant on peut penser que le général de Gaulle aurait été compréhensif. C'est très difficile de faire parler quelqu'un qui a disparu il y a si longtemps. Il aurait été compréhensif à l'égard de la Russie de Poutine encore je dirais jusqu'en 2021. Je ne suis pas certain qu'il aurait été autant à partir du mois de février 2022, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine. Parce que ça remettait en cause trop d'équilibre, c'est extrêmement dangereux, hein, ça conduit à quoi? Ça conduit à la disparition de tout projet européen stratégique
clairement identifié, même putatif, si vous voulez, même dans le domaine de la fabrication d'armement. Tout ça est balayé. Qui est-ce qui reste maintenant? L'OTAN, plus que jamais. Le mort cérébral, vous savez, proclamé M. le Président de la République en 2020 ou 2021, le mort cérébral, il est bien vivant. Et les États-Unis sont de nouveau, plus que jamais, au centre de la politique internationale de l'Europe. Et très largement à cause de cette invasion. Donc là, je serais beaucoup plus prudent. Car actuellement, je pense qu'aucun des projets du général de Gaulle, pour une personnalité européenne, il employait également le terme de personnalité européenne, en matière de stratégie de défense, peut avoir, je dis pour le moment, pour l'avenir on verra, mais pour le moment, ne peut avoir la moindre réalisation concrète, parce que nos partenaires principaux, en tout cas, n'en veulent pas. Certains qui seraient prêts peut-être à l'envisager dans certaines limites prudentes. Bon, on a tendance à se brouiller avec, je pense aux Italiens en particulier. Bon, on ne les prend pas assez au sérieux, mais on trouverait là des gens qui seraient capables de comprendre. Il ne faut quand même pas laisser tous les œufs européens dans le panier de l'Alliance Atlantique. Parce que ça répond à peu près à votre question. Je refuse d'aller plus loin dans la façon de faire tourner les tables et de faire apparaître l'esprit du général parmi nous. Hein. Voilà. Est-ce que ça vous paraît... Vous pouvez reprendre le micro, peut-être. Je crois que vous avez écrit un article dans ce numéro stratégique. Oui, oui, tout à fait. Justement, il y a en partie une réponse. C'est pas forcément un article par le prisme d'une vision gaullienne, mais vous faites le point sur les nouveaux rapports, quels peuvent être les projets un peu d'indépendance européenne à l'aune de la nouvelle relation et de la guerre franco-russe, de la guerre russo-ukrainienne, et quelle perspective comme indépendance par rapport aux États-Unis. C'est vrai que les choses paraissent... Bon, alors il y a d'abord, les États-Unis sont en crise, à bien des points de vue, pas dans tous les domaines, dans certains domaines, ils sont d'abord en crise politique, parce qu'ils sont très profondément divisés. Les cas d'affrontement entre les deux camps, et d'autre part tous les groupes politiques aux États-Unis, quelque chose qui a atteint un degré que moi je n'ai jamais connu. J'ai toujours connu des débats politiques aux États-Unis. Les élections étaient très disputées entre républicains et démocrates, bien entendu. Les résultats étaient parfois acquis de façon... L'élection de Kennedy en 1960. Bon, on n'a jamais été sûr que c'était tout à fait lui qui était arrivé en tête. Mais passons. Ça n'avait pas atteint en politique internationale, quand il s'agissait des responsabilités des États-Unis dans le monde. Fondamentalement, les deux camps étaient d'accord entre eux, et les spécialistes, parce qu'il faut des spécialistes pour appliquer une politique extérieure, hein, des analystes, des diplomates, des conseillers au National Security Council, des militaires qui jouent un rôle important. Ils ont les militaires américains ont toute une organisation intellectuelle, ils peuvent s'appuyer sur des analystes de tout type, ils ont tout ce qu'il faut. Chacun, chaque armée a son système de réflexion, donc parfois ça clafouille un peu, mais enfin, il y avait quand même fondamentalement la capacité de se mettre d'accord sur des options essentielles. Je dirais favorable à l'Europe entre nous. S'il n'avait pas pris cette option-là, on aurait été communiste. Bon, voilà. Et simplement, l'état de l'Amérique actuellement, c'est celui, j'ai constaté depuis l'an 2000-2001, l'opposition irrémédiable entre deux camps qui ne s'entendent sur rien. D'autre part, on ne sait pas qui sera le prochain président des États-Unis. Personne ne peut savoir. Moi, je ne ferai pas de pronostic. Biden peut être réélu. S'il est réélu, à mon avis, il ne finira pas son deuxième mandat. À mon avis. Enfin, moi, je ne ris pas à mon âge, je prends ça au sérieux. On a le même âge, lui et moi, peut-être moi après, alors je prends ça au sérieux. Enfin, au moins, si je disparais, je ne serais pas remplacé par Mme Kamala Harris. Ce qui... Bon. Quant à M. Trump, bon, je suis peut-être un peu moins sévère que lui, contre lui que certains commentateurs, ou à son sujet que certains commentateurs, mais enfin quand même, il est évident que si Trump est élu, après tout, ça peut être un coup d'accélérateur pour que les Européens se reprennent en main. Bon, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'était ce qu'on disait tout à l'heure,
il va y avoir un moment très important, les élections européennes de juin prochain. C'est vraiment très important. Il est possible que la majorité qui a composé d'une sorte d'alliance chrétienne-démocrate, social-démocrate, qui a toujours mené le jeu finalement à Luxembourg, à Bruxelles et au Parlement européen, ne soit obligée de céder la place à quelque chose d'autre, qui serait différent. Alors, à ce moment-là, ça remet en cause beaucoup de choses, et Bruxelles s'ingénie à faire passer en ce moment à toute vitesse toutes les mesures, parfois très techniques, qui peuvent empêcher de revenir en arrière. J'ai régulièrement, dans notre institut, on a eu régulièrement cette année des conférences qui portaient, ou des communications, comme nous disons, qui portaient parfois sur ces questions. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a des éléments de la construction européenne qu'on ne détricotera pas, tout simplement parce que ce serait la crise économique la plus brutale tout de suite. Si l'Angleterre a pu quitter l'Union européenne, je ne discute pas de la question de savoir si elle a pu le faire. Si elle avait été membre de la zone euro, ce n'était pas le cas, à mon avis, il n'aurait pas pu. Parce que les conséquences techniques seraient telles que toute l'activité serait arrêtée tout de suite. On en est là, vous comprenez. Donc, la question ne se pose déjà plus comme elle pouvait encore se poser il y a 15 ans, hein, ou même il y a 10 ans. La crise bancaire mondiale de 2008, la crise financière mondiale de 2008, et en plus la Covid, puis maintenant la guerre en Ukraine, fait que toute une série de processus apparemment techniques, alors ça, on ne voit pas ce qui se passe, mais en fait, l'impression est liée. On ne serait pas heureux le jour où on constaterait que votre carte bleue ne fonctionne plus, parce qu'on aura touché un système européen, tout réglementé par Bruxelles dans ce domaine, n'est-ce pas? Ça limite les marges de manœuvre. Je crois qu'il faut en tenir compte de façon réaliste, et en même temps admettre, et je réponds aussi à la question, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'actuellement il y a non seulement il n'y a pas de politique européenne autonome, je n'ai même pas dit indépendante, mais au moins autonome par rapport aux États-Unis en matière de sécurité et de défense, mais il n'y a pas les moyens d'en constituer une rapidement. Et ceux qui existeraient sur l'industrie européenne de défense, elle est en train de laisser la France de côté. L'Allemagne ne pourra pas tout faire, ne voudra pas tout faire. Sur le plan aérien et tout ce qui va avec, parce que ce sont des systèmes, hein, vous devez bien comprendre, quand vous avez un avion, en fait, l'avion c'est juste un instrument parmi tout un truc, c'est américain maintenant, et ça c'est fait, avec le F-35 et tout ce qui l'entoure, pour les Européens c'est fait, hein. Nous serons en dehors. Donc ça on ne reviendra pas en arrière, parce qu'on ne dira pas aux gens qui sont endettés pour acheter des systèmes qui sont censés fonctionner en étant rénovés pendant 30 ou 50 ans, on ne va pas revenir en arrière du jour au lendemain. Donc, la réaction serait celle d'un très grand pragmatisme en utilisant toutes les zones, et il y en a, hein, où on peut faire des choses en commun, à condition de vouloir, qui soient à la fois utiles, accessibles, et que les Américains eux-mêmes considèrent comme utiles pour tout le monde, y compris pour eux aussi. Parce que les Américains sont les premiers à trouver que les Européens ne font pas assez pour leur propre défense. Hein. Ça leur pose des problèmes aussi. Ils ne peuvent pas tout faire, surtout avec les problèmes de la Chine, du Moyen-Orient. Donc, la zone d'insertion, mais supposerait beaucoup d'intelligence politique et de maîtrise de soi, serait d'utiliser le fait que les États-Unis sont overextended, comme on dit en américain, c'est-à-dire trop de tâches du Pacifique, pas mal, bon, sans parler Moyen-Orient, à accomplir, qu'ils ont besoin que l'Europe soit pas simplement une zone protégée, mais un véritable partenaire. Il faut arriver à s'insérer là-dedans de façon à ne pas bousculer nos alliés européens, arriver à mettre quelque chose sur pied. Ce sera probablement plus modeste que les projets gaullistes du plan Fouché et autres que j'ai évoqués. Hein. Ça, en ce moment, c'est pas... Mais qui serait extrêmement utile. Il faut être très concret et pragmatique. Un système européen de communication sécurisée, par exemple, on en parle en ce moment, d'ailleurs, il y a des projets, serait extrêmement utile. Une politique réellement concertée contre l'invasion des processus techniques chinois
ou américain d'ailleurs aussi, façon à garder une sphère indépendante, serait également très utile et passerait peut-être plus facilement. J'ai eu tendance à reprocher au général de Gaulle parfois un manque de précision dans certains projets qu'il lançait pour la réalisation concrète. Donc il faut prendre exactement le contre-pied, être peut-être plus discret sur les buts à long terme. Je suis trop long, mais vous devez comprendre que chaque fois que les Français présentent un énième grand projet européen, ils énervent considérablement tous les partenaires. Ils ne veulent plus entendre les Français parler de grands projets théoriques, alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Les Français n'en ont pas les moyens pratiques. Donc, en revanche, si vous apportez des solutions concrètes, y compris pour les questions d'armement d'ailleurs, les questions de communication, les questions d'influence, les questions économiques, la sécurité maintenant c'est tout un ensemble qui va des armées au renseignement, à l'intelligence économique, aux communications, au contrôle des médias. Enfin, c'est tout un ensemble extrêmement complexe où il y a encore des cases à occuper pour les Européens, c'est extrêmement utile. Il serait plus facile à faire accepter que des grands discours, peut-être très beaux, mais que nos partenaires ne supportent plus. Je peux vous le dire, c'est une révulsion. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question? Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais... Merci beaucoup. On va passer une autre question, s'il y en a. Ou en parlons bien fort. Écoutez, pour rejoindre ce que vous venez de dire, pour clarifier la situation, si le général de Gaulle était à la tête de la France dans l'Europe géopolitique de 2023, concrètement, selon vous, il resterait dans l'OTAN, simplement sortant du commandement intégré, il redonnerait la souveraineté militaire à la France, ou est-ce qu'il souhaiterait s'engager dans une Europe de la défense, même s'il n'en a pas toutes les capacités, étant donné qu'on serait à plusieurs? Non, à mon avis, mais une fois de plus, il faut demander un exercice qu'un historien n'aime pas. Simplement, les milieux gaullistes, portant la tradition gaulliste dont j'ai parlé, n'ont pas aimé le retour dans l'organisation intégrée du commandement atlantique en 2008. Entre nous, je ne me considère pas comme gaulliste, mais je n'ai pas aimé non plus. Je trouvais que... donc, il est tout à fait possible... disons autrement, si un gouvernement d'inspiration gaulliste arrivait au pouvoir en France, après tout, ça c'est peut-être plus réaliste comme façon de tourner les choses, il est tout à fait possible qu'il envisage cela. Est-ce qu'il le ferait réellement? Il serait soumis à... Ça tendrait très sérieusement, mais enfin c'est envisageable. En revanche, retrouver une forme d'indépendance du commandement, bon, poserait beaucoup de problèmes très concrets, parce que nous n'avons plus tellement de moyens, y compris pour les zones qui nous intéressent le plus directement. Enfin, très franchement, l'Ukraine pour les Français c'est loin, hein, mais la Méditerranée c'est tout proche. Si la Catalogne devenait indépendante, je dis ça comme ça, c'est pas... Je ne suis pas totalement exclu. J'ai du mal à l'imaginer. Hein. On ne peut pas totalement l'exclure, surtout avec les mouvements espagnols actuellement. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est que les îles Baléares rejoindraient immédiatement la Catalogne. Historiquement, ce sont des Catalans. Ils rejoindraient immédiatement. La junta qui dirige les îles Baléares est encore plus extrémiste, si vous voulez, que les gens de Barcelone. Hein. Bon, ils rejoindraient. Alors à ce moment-là, vous regardez une carte de la Méditerranée occidentale, ça pose d'énormes problèmes avec la présence des flottes russes, chinoises, etc. en Méditerranée pour maintenir le contrôle. Bon, premier problème, là, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin des alliés, y compris des Américains. Hein. Nous ne pouvons plus faire tout seul. De Gaulle pouvait encore avoir là quelques volontés, ou peut-être illusions, mais au moins des volontés rationnelles d'agir éventuellement seul. Et il lui est arrivé de le faire. Maintenant, ce serait beaucoup plus difficile. Néanmoins, le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN n'est pas du tout quelque chose impossible politiquement, même techniquement. Ça poserait des problèmes, ce serait aller au-delà dans la réflexion. Si les Français avaient l'impression qu'ils sont entraînés par l'OTAN
dans une guerre contre la Russie, ça je pense qu'il y aurait une majorité dans le pays pour quitter le commandement intégré de l'OTAN. Moi je suis profondément convaincu. Actuellement on parle français de toutes sortes de choses tout à fait différentes. Bon, mais si un jour on est amené à leur dire écoutez, ça va chauffer très sévèrement et nous ne contrôlons pas la situation, c'est l'OTAN qui est aux manettes et les Américains derrière, bien entendu, là je pense que l'opinion française serait quand même favorable à une sortie ou un retrait. Enfin bon, ça répond à peu près à votre question. Je refuse de m'engager plus loin. Je ne suis pas futurologue, je suis historien. Hein, voilà. Même si je comprends très bien le sens de votre inquiétude, question. La technique. Bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur.